Où va le CAC 40 à court terme? On se posait la question, plutôt 8000 ou plutôt 8005. Manifestement, on s'oriente plus vers les 8000 points. Bonjour Xavier. Bonjour David. Les Patrolin pour Albatros Capital. On a un CAC 40 qui gagne 7% depuis le début de l'année. Les indices américains se portent mieux d'ailleurs. Tiens, avant de parler du CAC 40, on se dit quoi depuis le début de l'année? C'est à peu près, c'est pas très loin. Si on regarde la parité de change, l'euro a perdu quoi de 2-3%. Voilà, c'est similaire les performances, alors que au-delà de l'envolée des derniers jours aux États-Unis, entre le CAC 40 et les indices boursiers américains. Oui, mais ça s'explique par le rythme bénéficiaire qui est différent. Ouais. Aux États-Unis, tu as des révisions bénéficiaires qui soutiennent véritablement le marché, ce qui n'était pas le cas au fond sur l'année 2023. Et donc ça, c'est un facteur différenciant par rapport au continent européen, en tout cas par rapport à la France. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, tu as une dimension techno qui reste quand même très présente. Ouais. Avec Nvidia, on en parlera plus tard. Et donc voilà, l'un dans l'autre, on a cet élément qui soutient plus les valeurs américaines, avec en Europe plutôt une situation de stagnation, voire de léger déclin. Il n'y a rien d'inquiétant, mais on est dans une situation de léger déclin. Au fond, ce qui s'est passé, l'essentiel de la séquence de réappréciation des marchés s'est opéré à partir de novembre. On a eu un premier mouvement de soutien par les marchés obligataires, le fameux rallye obligataire qui s'est concentré sur 2 mois, qui ont expliqué globalement une progression des marchés occidentaux d'une dizaine de %. Et puis tu as une deuxième, si j'ose dire, ressucée à partir du début de l'année. Là, c'était pas tant le marché obligataire, puisqu'il avait tendance, lui, au contraire, à redonner ce qu'il avait gagné à la fin de l'année, mais c'était plutôt des éléments de conjoncture, c'est-à-dire qu'on voyait qu'on sortait progressivement de la stagnation et qu'il y avait une reprise qui se dessinait à moyen terme et avec surtout, évidemment, les perspectives de baisse des taux des banques centrales. Et donc, on a eu, au fond, une hausse en 2 temps. Les 2 derniers mois de l'année 2023, et puis au fond, depuis le début de l'année, plutôt quelque chose de macro et de microéconomique pour le marché américain, moins microéconomique en Europe, puisque là, les soutiens bénéficiaires sont sont quasi inexistants. Il y a encore quelques heures, on était à 8200 et quelques points, donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va plutôt vers 8000 ou 8005, encore une fois, là c'est la baisse qui l'emporte. Pourquoi? Parce que, et de nouveau, il y a des doutes sur ce que va faire la Fed. On a des officiels de la Banque centrale américaine qui ont dit qu'il fallait être prudent sur ce qu'allait faire la Fed dans les prochaines, à court terme. On aura mercredi, donc demain, le compte-rendu de politique monétaire de la dernière réunion de la Fed de début mai. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre qui pourrait nous donner des indicateurs? L'état des forces au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale américaine. Puisque moi j'ai l'impression que Jérôme Powell a une présentation qui est sa présentation à lui, mais qui ne relate pas à la différence de Christine Lagarde, qui fait dans ses comptes rendus, donne vraiment l'état d'équilibre de l'opinion de son conseil. Jérôme Powell donne plutôt son avis que celui de son conseil. Et ça, c'est très gênant, je trouve. Et donc là, on y verra plus clair. C'est-à-dire l'équilibre des forces entre les colombes et les faucons. Ouais. Et j'ai l'impression que l'équilibre des forces est par définition équilibré. Et donc, quel est le sujet? Au fond, on a une core inflation qui est assez résistante. On a bien eu une baisse de l'inflation générale, mais on a une inflation core qui est assez résistante. Et notamment, on a toujours cette problématique des services qui reste sur un régime élevé. 4%. Oui, voire même 4-5, qui se rapproche de 5. Et enfin, dernier point, on a des chiffres à la production. Les chiffres à la production, c'est l'hirondelle avant le printemps, si je veux dire. Enfin, l'hirondelle, ça dépend, mais ils annoncent ce qui pourrait se passer dans les 6, 9, 12 prochains mois. Et les chiffres de la production sont en train de repartir à la hausse. Donc il y a doute. Voilà, exactement. Les marchés étaient, il y a encore quelques heures, jours, sur 1 ou 2 baisses de taux de la Fed. C'est spectaculaire. Si tu reprends la volatilité des anticipes, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour qu'on ait un ordre d'idée, fin d'année dernière, on était à 6-7 baisses des taux. On est reparti à 3, puis on a été à la mi-avril. Mi-avril, c'était pas il y a à peine un mois, on était à 1 baisse et demie. Une baisse, on peut même calculer à la virgule près, 1 baisse et demie. On est reparti à 3 en un mois et là on remonte légèrement, on est à 2,5, 2,6. Ce qui est le plus important, c'est le taux terminal qu'anticipaient les marchés. Le taux terminal du mouvement de baisse des taux à quel horizon? À 24 mois, on peut le calculer. Donc c'est le mouvement, on anticipe le mouvement et là, on n'est plus... Alors aux États-Unis, pour la Fédérale Réserve, on anticipait à la fin de l'année dernière 3 comme taux terminal. Aujourd'hui, on est 3%, pardon. Et aujourd'hui, on est à 4. Voilà. Donc tu vois la forte volatilité, et ça en même pas 6 mois. L'atterrissage, encore une fois, des taux de Fed Fund qui sont à 5, 5,25. C'est ça exactement. On va atterrir à 4 et non pas à 3 d'ici. Voilà, donc ce qui donnerait une ampleur de baisse des taux
de la Banque centrale américaine, oui, de 5 baisses de 25 points de base. En Europe, on est plutôt sur 6 à 7 baisses de 25 points de base. Ouais, on a un marché quand même qui s'est satisfait. Après, le marché voit ce qu'il veut, mais on connaît l'adage « bad news is good news », mauvaise nouvelle sur l'économie, c'est bon pour la Fed et les marchés de taux. Ce raisonnement, il ne tiendra pas indéfiniment. Si ça ralentit, la croissance ralentit, oui, il y aura moins d'inflation aux États-Unis, ça aidera la Fed à baisser ses taux, mais moins de croissance, c'est moins bon pour les entreprises et pour leur croissance bénéficiaire. Oui, alors moi, je ne suis pas sûr qu'il y aura moins de croissance. Ce que je crains, c'est qu'il y ait, enfin, il y a peut-être moins de croissance. Ce que je crains, c'est qu'il y ait plus d'inflation que ce que n'anticipe le marché. C'est ça le problème. Au fond, le marché a acté, les points hauts de taux courts sont derrière nous. Donc, les banques centrales vont baisser les taux. La question, très vite, le marché a anticipé un mouvement de baisse des taux quasiment régulier à toutes les réunions, toutes les 2 réunions. Et ça, à mon avis, ça se discute aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. C'est-à-dire, on a le mouvement de baisse qui va s'enclencher, mais on n'a pas la tendance, le rythme de décélération, de baisse d'altitude. Et ça va être déterminant. Pour l'instant, les marchés s'en fichent un peu parce que de l'autre côté de la macroéconomie, on a des indicateurs de légère amélioration, notamment du point de vue industriel. Donc, l'un dans l'autre, le pire est derrière nous, donc on peut payer, on a du temps pour espérer d'une certaine façon. Mais je pense que le risque, il est plus sur le régime d'inflation, au fond d'avoir des banques centrales qui sont un peu handicapées dans leur mouvement, c'est-à-dire qui commencent à baisser, et puis par exemple une baisse, on pourrait prendre le cas européen, on pourrait avoir une baisse donc en juin, oui. Et puis on va attendre septembre, octobre, avant éventuellement une deuxième baisse, mais ça se trouve on n'aura pas trois baisses de taux pour la BCE sur cette année, on en aura peut-être 2, entre 1 et 2. Aux États-Unis, la question est de savoir, est-ce que la Fed va pouvoir baisser ses taux en septembre? C'est pas gagné à ce stade, c'est pas du tout gagné. Voilà, donc premier market mover, ce compte rendu demain de politique monétaire de la Fed de cette dernière réunion, et puis également les résultats de Nvidia, la star des marchés évidemment. Ça aura un impact, les attentes sont très très fortes évidemment sur Nvidia, des analystes qui attendent une nouvelle révision à la hausse des objectifs financiers annuels. Voilà. Oui, mais c'est une super success story. Alors c'est vrai qu'une valeur qui a pris 70% depuis le début de l'année et 200% en un an, on pourrait se poser des questions. Simplement, elle est sous-tendue par une croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité absolument spectaculaire. Je regardais juste avant de venir les chiffres par rapport à 2021-2022. C'est une société qui multiplie par 6-7 son chiffre d'affaires, qui multiplie son résultat d'exploitation par 10, 1000%. Et la messe n'est pas finie, j'ai l'impression. Hein. Donc le sujet est de savoir, est-ce que la situation quasiment monopolistique, c'est-à-dire dans toute révolution informatique notamment, enfin digitale, le premier prend quasiment, le leader prend... Mais pendant combien de temps? 90%. L'expérience a prouvé que sur les cycles passés, qui étaient des cycles de 15 à 20 ans, le leader prend entre 70 et 80% de la valeur. C'est-à-dire qu'il reste pour les autres 20 à 30%. Est-ce que pour l'intelligence artificielle, tout ce qui va équiper l'intelligence artificielle, Nvidia est dans cette situation-là? Pour l'instant, oui. Alors, il y a bien Apple qui propose quelque chose. Nvidia, dans son dernier rapport trimestriel, a mentionné qu'il y avait des acteurs chinois qui commençaient à pointer du nez, mais la situation reste quand même excellente. Donc, tu pourrais très bien avoir une situation qui reste très favorable. En termes de ratio de valorisation, si on prend le PE, bon, le PE c'est quand même très limitatif, mais ça, tout le monde le comprendra. La prime qu'a aujourd'hui Nvidia par rapport au S&P 500 est à peine de 35%. Elle était de 70% il y a 6 mois. Ouais. Donc au fond, on a une valeur qui explose à la hausse, enfin qui progresse très fortement à la hausse, mais dont les ratios de valorisation, étonnamment, diminuent tout simplement parce que les agrégats, chiffre d'affaires, rentabilité, trimestre après trimestre, soutiennent. Donc, la bourse est quand même très dépendante d'Nvidia. Oui, mais je ne dis pas. Contribue à hauteur de 37% de la croissance, 37% de la croissance des bénéfices du Standard & Poor's sur les 12 derniers mois. Une valeur sur 500, quasiment 40% de la croissance bénéficiaire. Oui, mais c'est l'atypisme du cycle dans lequel on est. Et moi, je ne fais que écouter ce que disent les observateurs très avisés sur ce secteur. Pour l'instant, on est au tout début du cycle d'investissement. Alors la question est de savoir, est-ce que le cycle d'investissement, à un moment, va marquer une pause? Au fond, est-ce que les entreprises font une phase d'installation de CAPEX et puis cherchent à développer vraiment du chiffre d'affaires. Et pour l'instant, on a le sentiment que, et on le voit, l'initiative qu'a pris Microsoft qui est actionnaire d'OpenAI,
va lancer son propre moteur d'intelligence artificielle, générative. Donc ça veut dire quand même que, tu vois, on est dans cette conquête de la donnée, parce qu'au fond, de l'intelligence artificielle ou générative, ce qui compte, c'est d'avoir des datas, d'engranger des datas dans des proportions absolument spectaculaires, de les stocker sur des serveurs avec des fréquences de calcul gigantesques, hein, puisque l'intelligence générative, c'est des calculs, c'est des milliards de paramètres, donc ça, il faut les refroidir, enfin bref, peu importe. Et donc pour l'instant, on est dans cette quête. Et cette quête ne fait que commencer d'une certaine façon. Alors est-ce qu'il y aura une pause? Est-ce qu'il y aura un arrêt? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle révolution techno? C'est ce qu'attendent un peu les gens à propos d'Apple. Apple proposerait des puces qu'on ne refroidirait plus avec de l'eau, mais avec de l'air. Et donc ça serait des gains énergétiques et elles auraient des performances exceptionnelles. Donc là, est-ce que ça suffirait pour redistribuer les cartes par rapport à NVIDIA? NVIDIA a une base installée, construit depuis une trentaine d'années. Donc c'est un acteur complètement intégré, puces, matériel, logiciel. Donc quand on croise cette situation de leadership, plus le fait que les ratios de valorisation, étonnamment, hein, malgré la progression du cours de bourse, ont plutôt baissé, c'est-à-dire progression de 70, mais baisse des ratios de valorisation depuis le début de l'année. Voilà. Mais tu as raison sur le fait que le marché va être focalisé sur justement, on finit là-dessus, sur le CAC 40, quel impact minute de la Fed, résultat NVIDIA, quel impact sur le CAC 40? Ça nous envoie à 8000 ou on remonte à 8500? Moi, je pense qu'on va latéraliser. Je pense qu'il n'y a plus de potentiel pour le marché européen. Je crois que l'année est faite. Oui, bah, en tout cas, il faudrait qu'il y ait une amélioration. Moi, je ne vois aucune amélioration bénéficiaire et NVIDIA ne va pas impacter l'Europe. Alors, elle va impacter dans l'état d'esprit, oui, dans la prime de risque. Ouais. C'est sûr que si on continue à voir le S&P, NVIDIA, le Nasdaq progresser, ça va continuer à sa part sympathie de tout le secteur techno-européen. Il y a ASML, il y a d'autres acteurs, les SS2I. Bon, ça va forcément être un facteur de soutien. Mais globalement, si on consolide sur le CAC 40, moi, je ne vois pas de progression. Et moi, au fond, j'ai une crainte. Alors là, je fais peut-être une extension par rapport aux deux thèmes qu'on vient d'aborder. C'est au fond le niveau de marge qu'ont les entreprises européennes. Ouais. Est-ce que ce niveau de marge est soutenable? Ce qui s'est passé post-Covid, c'est une progression des marges d'une trentaine de % par rapport à ce qu'elles étaient sur la décennie qui précédait. Alors, dans un enchaînement, boucle, prix-profit. Hein, les marges, par exemple, sur le CAC 40 sont passées en moyenne, les marges d'exploitation sur les valeurs non financières de 10,5-11 à 14%. Et c'est la quatrième année qu'on maintient 14, avec des effets volumes plutôt faibles, voire négatifs. Donc, est-ce que qui sont les entreprises mondialisées, les valeurs du CAC, est-ce qu'elles vont pouvoir conserver ce niveau de marge? Moi, j'avoue être plutôt dubitatif, donc je crains qu'on ait une érosion des marges à moyen terme. Et donc ça, ce n'est pas nécessairement bon pour les perspectives bénéficiaires. Donc, il faut toujours suivre ce point-là, bien écouter ce que nous disent les entreprises sur la soutenabilité de leurs marges, parce qu'à mon avis, à un moment ou à un autre, elles vont devoir relâcher. Peut-être pas retourner à la situation 10,5, 11 qui prévalait, mais voilà, c'est ça, relâcher un petit peu. Et donc ça, c'est un élément qui pourrait être pénalisant. Après, sur l'économie, sur les marchés américains, le vrai sujet, c'est la Fed. Est-ce qu'elle va pouvoir véritablement baisser ses taux comme le dit? On en saura un petit peu plus demain soir, un tout petit peu plus. Le doute sera permis. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Salut. Salut.